Dans l'art de susciter des divisions dans les formations politiques adverses, le PDG nous a montré qu'ils étaient champions. Ils n'ont absolument eu aucun cynisme à ravaler leur vomi et à rappeler tous les gens qu'ils avaient écartés du revers de la main parce que on est fébrile. L'élection présidentielle pointe son nez à l'horizon, le président est affaibli, on n'a pas de bilan, on ne peut pas se permettre d'avoir une opposition solide face à nous et donc on va susciter les divisions le plus possible. Ce n'est pas SW qui fait cette analyse, ce sont des faits, c'est factuel. Aïe, c'est votre GSW. On va parler aujourd'hui de politique gabonaise. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous êtes sans savoir que Séraphin Akouré-Davin, qui était jusque-là président du groupe parlementaire Les Démocrates à l'Assemblée nationale, a annoncé lancer son parti politique. Le groupe parlementaire Les Démocrates était le deuxième groupe à l'Assemblée nationale. Ce monsieur avait une tribune. À chaque fois qu'il y avait une actualité à l'Assemblée nationale, il en faisait partie. Grand orateur. On va aller dans le détail de cette annonce et voir quelles seront les répercussions pour la scène politique gabonaise en prélude de cette élection présidentielle à venir. Je vais déjà vous le présenter. Séraphin Akouré-Davin est un médecin, une personne du monde associatif. Il a été député depuis le début des années 2000. Il a d'abord commencé en étant le suppléant de Richard Auguste Onouvier, qui était un ministre pilier de l'époque du bongoïsme à la sauce Omar, donc le père d'Ali Bongo. Et il est originaire de la province du Moyen-Ogooué. Il a d'ailleurs été maire de Lambaréné jusqu'aux années 2010. Il a été contraint de démissionner parce qu'on l'a accusé de népotisme, d'utilisation des moyens de la mairie à des fins personnelles. Et il a vécu cette démission comme une blessure, vu que c'est à partir de ce moment-là qu'il quitte le parti au pouvoir, donc le PDG, et qu'il rejoint l'opposition. En 2011, il lance l'Alliance pour le Nouveau Gabon, l'ANG. Bon an, mal an, il a fait son trou dans l'opposition depuis cette date. À l'élection présidentielle de 2016, avec Alexandre Barraud-Chambrier et Guy Nzuban Dama, qui venaient de quitter le PDG. Ces deux messieurs étaient des députés pour Alexandre Barraud-Chambrier et pour Guy Nzuban Dama, le président de l'Assemblée nationale pendant 20 ans, au moment de l'élection présidentielle de 2016. Et ils ont décidé de rejoindre l'opposition. Séraphin Akouré-Davin les a accueillis et ils ont milité tous pour une candidature unique de l'opposition à l'élection présidentielle. D'ailleurs, c'est comme cela que Jean Ping a été désigné comme candidat de l'opposition face à Ali Bongo. Après la réélection contestée d'Ali Bongo, il a mis son parti politique, donc l'ANG, au service de Guy Nzuban Dama. À savoir que la création d'un nouveau parti politique au Gabon, c'est le parcours du combattant. Le ministère de l'Intérieur délivre très peu de récépissés de création de partis politiques. CSW en post-prod. Cette partie n'était pas assez claire, je me permets de la reprendre. Donc au Gabon, il est beaucoup plus simple de soit faire une fusion de partis politiques déjà existants, soit intégrer un parti politique déjà établi et ensuite changer le nom. Pour pouvoir créer un parti politique au Gabon, comme je vous le disais, c'est plusieurs années, au moins une dizaine d'années. On ne comprend pas pourquoi est-ce que le ministère de l'Intérieur délivre autant au compte-gouttes ce document de vie légale d'un parti politique. On reprend donc la vidéo. Ce procédé est beaucoup plus simple que de recréer de zéro un parti politique. Et donc c'est en mettant l'ANG à la disposition de Guy Nzuban Dama que les démocrates ont été créés. Et c'est pour cela d'ailleurs que Guy Nzuban Dama l'a désigné comme président du groupe parlementaire. C'était donc un retour d'ascenseur. Les démocrates ont réussi à avoir un groupe parlementaire, le deuxième, juste derrière le PDG. À chaque prise de parole dans l'hémicycle, il a marqué les esprits en s'exprimant de manière claire, avec des discours très engagés. Il déconstruisait totalement l'argumentaire du gouvernement. Depuis 2023, il a commencé cependant à surprendre en allant à l'opposé des déclarations qu'il pouvait tenir jusque-là. Le pouvoir a décidé de mettre en place une concertation nationale dont Séraphin Akouré-Davin, qui a été co-président avec Bibi Binzé, le Premier ministre. Sa passivité presque complice avec les tenants du pouvoir pendant cette concertation nationale, a d'autant plus surpris. Sans parler des scuds qu'il jetait sur ses partenaires de l'opposition. Rappelez-vous par exemple de la vidéo que j'ai faite sur le vote de la réforme constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Je demandais, je vous mets même un extrait, ce sera beaucoup plus simple.
J'assume pleinement ma participation à la concertation politique. Ah bon? Voulue par l'opposition, acceptée par le chef de l'État et organisée par la majorité. Ok. Cette rencontre qui a fait beaucoup de frustrés, engendré beaucoup d'aigreur, d'incompréhension et de manœuvres politiciennes. Monsieur le Premier ministre, autorisez-moi à passer outre tout ce qui a pu se dire sur cette rencontre, qui s'est tenue à huis clos, comme vous le savez, et dont seuls les participants connaissent les véritables conclusions. Les propos acerbes de ceux qui n'y étaient pas sont par conséquent basés sur l'ignorance. Mais je leur pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais je suis déçu de Séraphin Akouré-Davan. Jusque-là, ce monsieur s'est illustré par un combat très noble. Faire son travail de député, de contrôler le gouvernement lorsque c'était nécessaire, de dénoncer des injustices. Mais c'est lui qui est en erreur, lui et son parti. Mais en plus de ça, il vient non seulement battre froid à ses partenaires de l'opposition, mais surtout, il est en train de jouer le jeu du gouvernement. Parce que là, donc, ça va diviser de plus en plus ce camp politique, et qui va boire du petit lait, le gouvernement. Et c'est même une stratégie bizarre qu'il est en train de mettre en place. Déjà que les autres de l'opposition commençaient à avoir des doutes sur eux. Ils sont allés à la concertation politique, là où le reste de l'opposition a préféré regarder ça de loin. Et en se comportant comme ça délimite même l'impression qu'il a dû soit prendre une petite valise, soit s'entendre avec le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe chez les démocrates ? J'étais vraiment dans l'incompréhension. Et on finit par comprendre pourquoi est-ce qu'il était si passif avec le pouvoir, limite complice. Je répète encore. En fait, il y avait déjà anguille sous roche à ce moment-là. Les démocrates étaient jusque-là sur une ligne très ferme contre le pouvoir et ils étaient sommés de venir clarifier leur positionnement. Très vite, Guy Nzumba Ndama, président de ce parti, a fait nommer Nzenge Maïla, qui a été ancien ministre sous Omar Bongo, comme remplaçant d'Akouré-Davan en tant que président intérimaire des démocrates. Et en réponse à cette décision de Guy Nzumba Ndama, Akouré-Davan, le lendemain, a annoncé qu'il quittait les démocrates et qu'il lançait donc son propre parti politique. Et ce qui est d'autant plus étonnant, comme je vous le disais en début de vidéo, il est hyper compliqué d'avoir un récépissé de création de partis politiques au Gabon. Mais Séraphin Akouré-Davan, le lendemain de son éviction de la tête des démocrates, en annonçant donc la création de son parti politique, est venu par la même occasion nous annoncer qu'il avait déjà le récépissé du ministère de l'Intérieur. Nous le savons tous, un enfant qui naît a des papiers d'identité. Je vous présente ici l'acte de naissance officiel du Parti des démocrates libres. Le récépissé des démocrates libres. Comme c'est bizarre. C'est cousu de fil blanc. Et c'est en ça qu'on voit qu'il y avait effectivement déjà compromission depuis plusieurs mois entre lui et le pouvoir. En plus de cette création de parti politique, il nous annonce aussi qu'il se présentera à l'élection présidentielle qui suivra normalement cet été. Akouré-Davan, qui n'est pas connu pour être milliardaire, aura donc les moyens d'assumer une campagne présidentielle. Ça aussi, c'est cousu de fil blanc. Dans la litanie des annonces qu'il a faites, il a précisé qu'il ne rejoignait pas le pouvoir, qu'il continuait à être un membre éminent de l'opposition gabonaise. Et honnêtement, on en vient à se demander s'il n'y a pas là une entreprise du pouvoir d'affaiblir les partis d'opposition pour amorcer la présidentielle en majesté. Pourquoi je dis cela? Il y a plusieurs faits qui ont été mis en avant à la fois récemment, mais vous me direz même depuis quasiment 1 ou 2 ans, qui montrent que, en prélude de cette élection présidentielle, le parti au pouvoir mettait tout en œuvre pour qu'il y ait le moins de contestation possible. Et ils ont fait en sorte de faire revenir tous les vieux de la vieille. Ali Bongo, qui avait pourtant dit pendant son premier septennat qu'il ne pouvait pas faire du neuf avec du vieux, a rameuté tout le banc et l'arrière-banc des bongoïstes. Nebezo Obiang, qui avait rejoint l'opposition et qui était le bras droit de Jean Ping dès 2016, a été rappelé. On lui a donné la présidence du Conseil économique et social et environnemental. Récemment, on l'a même rappelé au gouvernement,
quelqu'un qui a 72 ans, qui a été pourtant déjà ministre pendant 20 ans. Là, il revient en tant que ministre d'État à la consommation et à la lutte contre la vie chère. Un ministère créé de toutes pièces qui n'existait pas, qui n'a même pas de bureau aujourd'hui. Juste pour dire qu'il a un statut de ministre et comme il tient le Wallendem, il pourra aller faire campagne pour le parti au pouvoir. Blaise Louambert, qui a été trésorier payeur général, qui a occupé une dizaine ou une quinzaine de ministères sous Omar Bongo, sous Ali Bongo également, a été rappelé aussi au gouvernement en tant que ministre d'État au développement industriel et au PMI. Le célébrissime Jean Yengueno, qui a pourtant prononcé une raison funèbre qui a été légendaire devant Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, le corps d'Omar Bongo couché au palais présidentiel, disant qu'Ali va fouetter les Gabonais avec des scorpions. Il a une justesse d'analyse sans pareil. Il avait rejoint l'opposition, mais en 2019 ou en 2020, il est revenu au PDG et il a été nommé haut commissaire de la République. Une institution qu'on a créée de toutes pièces qui joue un peu le rôle d'un gouvernement bis. Les tenants du pouvoir demandent aux Gabonais de se serrer la ceinture, mais eux peuvent se permettre d'avoir un gouvernement pléthorique de 40 membres, un haut commissariat de la République qui, comme je vous le disais, fait office donc d'un second gouvernement où ils doivent être une trentaine avec des cabinets, des budgets de fonctionnement, dans l'art de susciter des divisions dans les formations politiques adverses. Le PDG nous a montré qu'ils étaient champions. Ils n'ont absolument eu aucun cynisme à ravaler leur vomi et à rappeler tous les gens qu'ils avaient écartés du revers de la main parce que on est fébrile. L'élection présidentielle pointe son nez à l'horizon. Le président est affaibli. On n'a pas de bilan. On ne peut pas se permettre d'avoir une opposition solide face à nous. Et donc, on va susciter les divisions le plus possible. Ce n'est pas SW qui fait cette analyse. Ce sont des faits. C'est factuel. Prenons par exemple l'exemple de l'UPG de Pierre Mamboundou. L'UPG a été divisé en 3 branches rivales. Et chacun des présidents de ces branches a été appelé au gouvernement. Rappelez-vous de Moukani Iwangu, de Bruno Ben Moumamba, qui n'avait aucune superficie politique, mais qui a été nommé vice-premier ministre, ministre de l'Habitat. Au bout d'un an et demi, comme il était un peu lunaire, on a fini par s'en séparer, mais on l'a remplacé par Mathieu Moumandiengui, qui lui a eu un poste de ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Et au sein même des divisions qu'ils ont suscitées, il y a encore eu des divisions, vu que dans la branche de Moumandiengui, son secrétaire général a été nommé ministre délégué sans son accord, donc lui quand il est sorti du gouvernement, c'est son secrétaire général qui l'a remplacé. Et il y a eu une scission en leur sein aussi, au Rassemblement Héritage et Modernité d'Alexandre Barraud-Chambrier, constitué majoritairement par des députés démissionnaires du PDG en 2016. Ce parti a été déstabilisé quasiment dès sa création. Michel Menga, cofondateur du parti, a fait scission. Il a créé son propre parti politique et tenez-vous bien, quasiment avec le même nom. Et tout de suite derrière, il a été appelé au gouvernement. Et lui aussi disait, moi j'appartiens toujours à l'opposition. Pour pouvoir justement servir comme alibi auprès de l'opinion nationale et internationale que les opposants sont très divisés. Il y en a qui sont radicaux, mais certains viennent négocier avec nous et on n'a aucune difficulté à les écouter. Pour terminer plus récemment, à l'Union nationale, Zakari Miboto, président de ce parti politique, a décidé de prendre sa retraite. À l'élection de son successeur, il y avait 2 candidats principaux. Paulette Misambo, ancienne ministre sous Omar Bongo pendant une trentaine d'années, grande pilier du bongoïsme sous Omar. Face à elle, il y avait le gendre de Zakari Miboto, Paul-Marie Ngonjou, le mari de Chantal Miboto. À un moment, il a reconnu sa défaite, mais quelques semaines plus tard, il s'est ravisé. Il a créé une fronde au sein de l'Union nationale et il y a quelques mois, il a décidé de lancer lui-même son propre parti d'opposition qu'il a appelé comment? L'Union nationale initiale. Des exemples comme ça, il y en a encore. Hein. La vidéo ne doit pas excéder 15 minutes. Je vais m'arrêter à ces 3 exemples. Mais c'est pour vous dire que dans l'art de susciter des divisions, les gens au pouvoir sont les maîtres en la matière. Et le président de la République, qui vit dans une bulle sanitaire, ne rencontre quasiment personne depuis son AVC, a fait savoir qu'il les a reçus, donc Paul-Marie Ngonjou ou lui Gaston Maïla. Ils ont été reçus publiquement au palais présidentiel et montrés au journal télévisé de 20h. J'ai énoncé et grainé tous ces faits. Je vais vous donner maintenant mon analyse. Ces machinations politiques donnent l'impression que le pouvoir est fébrile. S'ils ont besoin d'avoir en face d'eux une opposition morcelée, c'est parce qu'ils savent pertinemment qu'il y a un risque. Ils n'ont pas de bilan. Leur candidat est diminué. Rappelez-vous d'Ali Bongo récemment au couronnement de Charles III.
il n'est pas en capacité de tenir une campagne qui soit réellement dynamique avec en face de lui un candidat charismatique qui lui fait de l'ombre. Ils peuvent pas se permettre de prendre le risque que la réélection ne se fasse pas. Et donc, en conséquence, on applique la stratégie de diviser pour mieux régner, on affaiblit les opposants, on casse leurs outils politiques. Ginzuma Nama, attrapé avec 1,2 million en espèces entre le Gabon et le Congo, résident surveillé, et il n'a plus le droit de s'exprimer publiquement. Est-ce qu'on n'est pas en train de contraindre un potentiel challenger de poids à ne pas faire campagne? Et quand même, pour un homme politique, pouvoir s'exprimer, c'est 90% de son boulot. Donc que la justice lui mette ce type de sanctions, les amis, pour qui nous prend-on? Je rappelle quand même que Chambry est un frondeur, Nzuma Nama un frondeur, et là maintenant Pauline Missambo un frondeur. Et tous ces frondeurs qui se réclament de l'opposition, et qui seront donc candidats d'opposition à l'élection présidentielle, ne seront pas trop agressifs, ils seront les starring partners d'Ali Bongo. Au moment de la proclamation des résultats, ils reconnaîtront leur défaite. Et pour les candidats radicaux qui voudront faire une contestation, Ali Bongo pourra justifier qu'ils sévissent auprès de l'international comme de l'opinion nationale en disant que non, l'élection s'est produite, certains ont reconnu leur défaite, c'est bon, j'ai gagné et puis je suis légitime. On crée un espèce de brouillard qui permettra à ce qu'on puisse continuer à s'asseoir sur le fauteuil présidentiel avec le moins de contestation possible. Et cette stratégie politique est mortifère, à la fois pour le pays, mais également pour la démocratie gabonaise. Le peuple va avoir le sentiment d'être sacrifié par sa classe politique sur l'autel de leurs ambitions. Ils finiront par se détourner de la politique à court, moyen, long terme. Ça servira les desseins du pouvoir. Mais à casser le thermomètre, on ne fait pas diminuer la fièvre. Et en ne sachant plus prendre le pouls du pays, ils ne seront pas à l'abri d'une révolution qui viendra les surprendre. Je ne sais pas si vous avez vu les images de la foire aux poissons qui a été organisée à Port-Gentil, où on permettait à la population, donc à chaque personne, d'avoir 10 kilos de poissons à prix réduit. Ça a commencé à 8 heures, il y avait déjà des gens sur place dès 4 heures du matin, en sachant que Port-Gentil, à l'époque, était la capitale économique, c'était le poumon économique du pays. Port-Gentil, à l'époque des pétroliers, l'argent ruisselait. Et aujourd'hui, les gens sont dans cette misère et sont obligés d'aller faire la queue pour avoir du poisson à prix réduit. Ça, normalement, c'est un baromètre. Il y a de la misère. Et au lieu d'y apporter une réponse, on passe plutôt son temps à faire des machinations politiques comme cela, qui a pour seul objectif de se maintenir et de faire en sorte qu'on puisse avoir un quinquennat supplémentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Laissez-moi votre avis en commentaire ou en DM. Je vous répondrai avec grand plaisir. Petit pouce en l'air ou cœur si ça vous plaît. Et je vous dis à plus tard dans la semaine pour un autre contenu. C'était votre GSW. Peace out.